Une odeur de cire chauffée s'échappe de la salle, où l'on recopie les listes d'invités, et cet air chaud, presque sucré, se mêle à la poussière soulevée par les manteaux de soie après de longs saluts. Les semelles glissent sur le sol en marbre. Les serviteurs marchent sur les tapis, et chaque pas est soumis à un ordre. Qui marche au centre, qui marche près du mur, qui a le droit de regarder le couple impérial et qui doit baisser les yeux. Dans le coin où refroidit l'eau pour les mains, des chuchotements sifflent. La rumeur du jour a déjà pris son envol. Il s'agirait d'une favorite, d'un rendez-vous secret. Mais derrière les chuchotements, on entend autre chose. Les pages du calendrier des audiences qui tournent. Les chuchotements ne connaissent pas l'heure. Le papier la connaît avant même qu'elle ne sonne. Entre Louis et le protocole, la vieille lutte recommence. Je salue les spectateurs et je suis heureux que vous soyez à nouveau là. Je vous invite à écrire dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous regardez cette émission. Ainsi, nous verrons la géographie de la conversation. Je vous souhaite une écoute calme mais attentive. Aujourd'hui, nous abordons la cour byzantine à travers les yeux de l'auteur de l'Alexiade, où la notion de bienséance n'est pas un masque inventé à la va-vite, mais un système rigide de signes, et où les contes sur la débauche se heurtent au mécanisme froid du cérémonial. La cour dans laquelle Anakomnène grandit et écrit ressemble moins à une maison qu'à une machine. Elle abrite des bureaux, des entrepôts publics de tissus, des ateliers de joaillerie, des pharmacies et des archives. On y tient le compte des bougies pour les offices nocturnes. On y note l'ordre des révérences. On y mesure la longueur des traînes et le poids des couronnes avant qu'elles ne soient portées à la cérémonie. Dans cette machine, le corps fait partie du protocole. C'est un élément aussi important que la clé du trésor ou la liste des cadeaux. Les épaules sont couvertes. Les cheveux sont attachés. Les tissus sont bien ajustés. Les mouvements sont calculés, non pas par pudeur, mais pour montrer le pouvoir. L'entrée dans la salle n'est pas un contrôle des mœurs, mais des signes. Et lorsque le mot « favorite » apparaît dans les rumeurs, le protocole répond sèchement. Son nom figure-t-il sur la liste des accompagnateurs? Se tenait-elle aujourd'hui sur le seuil? A-t-elle manqué ne serait-ce qu'une minute de son emploi du temps? Souvent, la réponse déçoit les amateurs d'histoire. La rumeur se plaît à vivre dans un temps sans chiffres, tandis que la cour vit au rythme des heures. Anna ne considère pas cet ordre comme un spectacle, mais comme un tissu qu'il faut décrire pour comprendre comment l'Empire se maintient. Dans sa chronique, la guerre n'est pas seulement faite de boucliers et de lances. C'est aussi le mouvement des convois, le temps des postes, la distribution des médicaments, la fatigue après les marches et, dans la capitale, la même logique. Qui reste combien de temps en service? Comment supporte la chaleur sous un lourd manteau?
pourquoi il est important de ne pas perdre la voix dans un discours que les ambassadeurs étrangers doivent entendre. Son regard féminin ne porte pas sur les chambres secrètes, mais sur la forme publique. Il est impassible et donc effrayant. Sous le motif précieux se cache la technique de survie de la cour. Dans cette perspective, la bienséance est une technique de sécurité pour le pouvoir. Le premier revirement préparé se produit là où chaque rumeur est généralement amplifiée jusqu'à devenir une tragédie. On raconte qu'une certaine courtisane aurait dépassé les limites et serait entrée chez le souverain sans être invitée. Mais les archives montrent une séquence logique. L'audience commençait quelques heures avant le coucher du soleil. Elle était précédée d'une prière et suivie d'un conseil. Entre les deux, il y avait la réception des ambassadeurs. À la fin, les ordres étaient consignés dans le registre. Il n'y a pas de vide dans cette chaîne. Et si la rumeur dit « est entrée », le livre montre qu'il n'y avait nulle part où entrer. La feuille sèche heurte l'imagination vivante. Cela n'annule pas les passions. Elles seront toujours là, mais les rend invisibles pour la machine. Byzance préserve sa visibilité plus que l'intrigue étrangère. Dans ses murs, où chaque tournant est consigné, il est difficile de négocier des moments vides. Plus loin, la garde-robe se dévoile comme un code. Le manteau solennel n'est pas adapté au corps, mais à l'événement. Les couleurs ne sont pas un caprice, mais le signe de la saison et du rang. Les bijoux ne sont pas des bijoux, mais des marques de hiérarchie. Le lourd lore, complexe dans ses attaches, est calibré pour le rituel. La tunique pour tous les jours est faite pour se promener dans la cour, pour que la main ne s'accroche pas au tissu quand on prend une plume ou qu'on lève une coupe. Le voile n'est pas un rideau pour le visage, mais un chemin habituel pour le regard. C'est plus facile comme ça de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir et de ne pas faire de mouvements inutiles. La bienséance n'est pas cousue une fois pour toutes. Elle change selon les occasions et les heures. Ce fond rationnel heurte l'oreille, habitué à associer à tout bruissement les mots débauche et intrigue. Mais le bruissement a son importance. Combien de fois par semaine la cour se montre-t-elle aux gens lors de la liturgie? Combien d'heures dure la célébration? Combien de couches sont nécessaires pour le froid et pour la chaleur? Combien de mains faut-il pour soulever le manteau solennel afin qu'il ne touche pas la saleté? Tous ces chiffres ne dessinent pas la morale, ils dessinent la stabilité. Le deuxième revirement préparé est la confrontation entre le scribe et le pamphlet. Pendant les conflits palatiaux contre l'impératrice, des tracts circulent faisant allusion à l'indécence de l'entourage, à des libertés prises pendant les fêtes, à des regards prétendument effrontés. La micro-histoire des corps tente de devenir une arme. La réponse vient du même endroit où se trouvent les listes d'audience.
des notes mémorielles sur l'ordre des sorties, des annotations sur les voisins de droite et de gauche, des actes indiquant quel cadeau a été remis à qui et qui en a été témoin. Ces détails arides ont un effet redoutable pour le pamphlétaire. Ils lui volent la vedette. Le personnage auquel on a tenté de donner un aspect dramatique se retrouve cloué au mur du protocole, comme un clou. Il se tenait là, regardait là, tenait cela. Non pas parce que c'est comme ça doit être, mais parce que c'est ce qui est écrit. Les archives byzantines, aussi étranges que cela puisse paraître, peuvent être plus humaines que la rumeur. Elles ne permettent pas à une personne de se transformer en une légende étrangère. Le troisième revirement préparé est d'ordre médical. La discipline de la cour punit moins le péché que le désordre. Pendant les longs offices, les adultes s'évanouissent à cause de la chaleur étouffante. Leurs épaules sont irritées par leurs vêtements lourds. Leurs cheveux collés sous leur couronne leur donnent mal à la tête. Les infections arrivent avec les troupes du Nord et les marchands du Sud. Il ne s'agit pas d'une débauche écrite, mais d'une réelle vulnérabilité des corps, qui sont censés rester debout longtemps et dans une belle posture. Et là encore, l'étiquette s'avère être une technique de sécurité. Des heures de prière convenues à l'avance, des pauses pour boire, des changements de vêtements selon la saison, des mesures particulièrement strictes pour les malades et les femmes, dont la tête souffre plus souvent du poids des coiffes. Ce n'est pas une histoire embellie qui s'offre à nos yeux, mais la fatigue est le prix d'un signe de tête qui doit paraître léger. C'est précisément ce que remarque Anna. Les blessures de guerre et les migraines de la cour appartiennent au même livre de contes. Et si ce livre contient à l'avance des préoccupations, alors la bienséance fonctionne. Si les préoccupations sont oubliées, le corps se venge et la cour paie avec sa réputation. Sur fond de ces rebondissements, le mythe selon lequel Byzance croulait sous les intrigues de coucherie sonne comme le diagnostic d'un observateur extérieur qui n'a jamais vu le livre des gardes. La cour ne peut pas respirer si l'ordre est laissé au hasard. C'est pourquoi même l'opposition amour contre loi s'estompe. L'amour existe à l'intérieur et à l'extérieur des murs, mais ce n'est pas lui qui contrôle les portes. Ce sont les serviteurs avec leurs pancartes, les scribes avec leurs plumes, les archivistes avec leurs cordes pour les parchemins, les femmes qui connaissent le prix des maux de tête sous l'or, et les hommes tombés à genoux, à force d'attendre, qui les contrôlent. Dans cet ensemble, il ne s'agit pas de morale, mais d'effort. Cela n'embellit pas les gens, mais ne les rend pas pires non plus. Cela leur donne une chance de ne pas mourir à cause des festivités et de ne pas détruire le pays à cause d'un mauvais tapis. Anna, en assumant le rôle d'auteur, fait un autre geste important. Elle place tout ce qu'elle voit dans une chronologie. Les voyages, les ambassades,
les maladies, les cérémonies. Son texte n'aime pas les synonymes étrangers pour honte. Il aime la cohérence. Quand elle décrit des rencontres importantes, elle parle d'itinéraires et d'étapes, de temps pour les bougies et les serments, d'ordre de passage, de qui se tenait où et pourquoi c'est important. Non pas pour la beauté, mais pour la précision dans un monde où la précision équivaut à la sécurité. Contrairement au mythe, son regard féminin ne cherche pas à lever le voile. Il cherche à montrer comment le voile est fixé au mur. Là, un clou, ici, un nœud, là, un motif, ce qui signifie qu'il est possible de répéter ou de corriger. C'est précisément pour cette raison que la première conclusion de cette histoire est sobre. Les rumeurs dans les murs byzantins existent comme de la fumée dans le portique. Mais ce ne sont pas elles qui brassent l'air. L'air est poussé par l'ordre. Dans cet ordre, la bienséance n'est pas le conducteur de la peur, mais le rythme qui permet aux gens de résister et au système de ne pas s'effondrer. Sa cruauté réside dans son indifférence à l'agitation. Son humanité réside dans la prise en compte de la vulnérabilité des corps. Et lorsque l'opposition lance des tracts, son arme tente de frapper le plus faible, le corps en tant que vecteur de la honte. Les archives répondent autrement. Elles redonnent au corps sa place dans le rang et le protègent contre sa transformation en image. C'est là la froide machine du protocole, qu'Anna décrit sans enthousiasme ni pitié. Dans les parties suivantes, nous verrons comment ce mécanisme survivra au prochain coup. Ceux de sa propre cour, ceux des ennemis extérieurs, et ceux de ceux qui confondent le souci de la forme avec le pouvoir sur l'homme. Et comment la chronique l'emportera sur le pamphlet, non par sa beauté, mais par sa cohérence. La vie interne du palais, quant à elle, se compose de détails qui ne font pas l'objet de rumeurs, mais qui régissent chaque étape. La surface lisse de la cérémonie repose sur les entrepôts de tissus, où les fonctionnaires et les serviteurs, des adultes au regard fatigué mais précis, trient les manteaux par saison, vérifient la solidité des broderies, comptent les rubans pour les liens et les ourlets afin qu'ils ne se déchirent pas pendant les longues entrées. Dans les pièces voisines se trouvent des rouleaux avec des annotations indiquant les nuances autorisées pour un rang particulier à un jour donné, comment la couleur de la pierre du sol s'harmonise avec celle de la tunique, afin que le regard de l'ambassadeur ne soit pas perturbé par le bruit visuel. Dans cette maison, le regard féminin n'est pas intime, mais productif. Les mains des femmes adultes suivent le rythme des machines, auxquelles on attribue habituellement des titres masculins. Quand Anna observe cet ordre, elle ne cherche pas de passage secret, mais examine les nœuds de fixation. Il est important pour elle que le manteau soit bien posé, car s'il tombe en lambeaux aux pieds, non seulement le porteur trébuchera, mais aussi l'ambassadeur, et tout le programme de la journée sera bouleversé, ainsi que les discussions sur les impôts
la solde de l'armée et le grain pour la capitale. Dans sa logique, un évanouissement sous la couronne et un retard dans la distribution du pain sont un seul et même type de défaillance. C'est ainsi qu'apparaît la froide éthique de la responsabilité. La bienséance n'est pas un décor, mais une assurance contre les accidents politiques. Cette assurance ne repose pas seulement sur des objets, mais aussi sur des corps. Le palais a sa propre physiologie. Longue période debout, chaleur des bougies, froid hivernal dans les galeries de pierre, poids du métal sur la tête et la poitrine. Les contusions et les écorchures sont consignées dans des notes médicales, à côté des rapports sur la consommation de pommades et de bandages. Les migraines sont traitées dans des pièces sombres et avec de l'eau vinaigrée. Les jours de grande chaleur, l'ordre des sorties est revu afin que les adultes ne s'évanouissent pas de chaleur sur le tapis, qu'il faudrait ensuite nettoyer à plusieurs. Dans ces conditions, la bienséance consiste à économiser des souffrances, des pauses pour boire réparties à l'avance, des coiffes allégées à l'avance pour celles qui restent debout plus longtemps, le droit réglementaire de reculer d'un pas à l'ombre pour celles qui portent une couronne lourde. Dans les rumeurs, ces nuances semblent ennuyeuses, mais ce sont elles qui sont responsables de la vie des gens et de la pérennité des rites. Là où des mesures sont prises, les gens meurent moins souvent de fatigue et les conversations d'affaires, dissimulées sous le couvert de la célébration, sont moins souvent interrompues. Pendant que les tissus bruissent dans les armoires, une autre monnaie circule dans les couloirs. Le papier, livre de sortie, liste de témoins, notes des gardes, acte de remise de cadeaux, registre des séjours des ambassadeurs, registre des audiences judiciaires du lendemain. Ces papiers contiennent la réponse au sujet favori des pamphlets, la liberté nocturne et les visites secrètes. Une visite qui n'est pas passée par les portes doit passer par les gens, et les gens laissent des traces. La relève de la garde note l'heure, le domestique met les bougies usagées dans un panier, le médecin note la consommation d'huile pour les lampes. Même si l'image d'une rencontre secrète naît dans l'esprit de quelqu'un, elle se brise sur ces petits rapports. Les archives, qu'Anna respecte formellement, renversent le discours moral. Elles n'exigent pas de sentiments, mais des preuves. Et lorsque l'opposition diffuse dans la ville des tracts contenant des allusions, la chancellerie répond non pas par la colère, mais par la cohérence. Hier soir, il s'est passé telle chose, à telle heure, ces portes étaient ouvertes, celles-ci étaient scellées, celles-là étaient surveillées par des eunuques qui avaient en leur possession une liste de personnes et un sceau. L'ennui aride fait ce que la dénonciation bruyante ne peut faire. Il prive l'écoute de son fondement. C'est là que se manifeste le premier écart important entre le mythe et le document. Le mythe aime traduire chaque nuance du tissu en signe de débauche, et chaque
révérence en signe de servilité. Le document, au contraire, classe le travail par catégorie. Le fil métallique dans la couture n'est pas une question de vanité, mais de visibilité, à la lumière des bougies, afin que l'ambassadeur puisse lire le rang de loin. La longue traîne n'est pas une question d'orgueil, mais d'architecture du mouvement, qui maintient l'attention de la salle. Le bruit des pas et le glissement du tissu attirent les regards, tandis que les mots importants sont prononcés sans cri. Le cou couvert n'est pas une question de pudeur, mais de chaleur dans la salle, où un courant d'air souffle entre le marbre et le bronze. Quand Anna décrit cela, elle ne conteste pas les moralistes. Elle se contente de constater la technique et détruit ainsi le fondement des accusations. La débauche ne trouve pas sa place, là où chaque élément d'un objet est soumis à une fonction. La deuxième fissure dans le mythe suit la ligne « L'amour gouverne le palais ». En réalité, ce sont l'approvisionnement et le temps qui le gouvernent. Dans l'Alexiade, les campagnes militaires sont liées au transport du pain et à l'entretien des routes. Les jours dans la capitale sont liés au travail du trésor public et au quotidien des scribes. Le même principe s'applique dans les salles où les passions triomphent. Il y a le jour de la fête où les boucles d'oreilles sont plus lourdes, les tissus plus riches, les mouvements plus lents. Il y a le jour du jeûne où tout est plus modeste et plus léger. Il y a le deuil, où l'or disparaît de la vue et où il ne reste que l'éclat froid de la pierre et les voix sans faste. Tout scandale doit s'inscrire dans ce cadre. Sinon, il devient une faille dans le programme. Et la Cour ne tolère pas les failles. Lorsque l'opposition à l'impératrice répand la rumeur d'une fête immodeste, la succession des rituels la dissipe aussi impersonnellement que le vent dissipe la fumée. À l'heure de la prière, on ne peut pas danser, car le nombre de voix, de lampes et de bougies est déjà fixé. À l'heure de la réception, on ne peut pas changer les gens de place, car les clés et les sceaux sont pris en compte. Cela semble cruel, et ça l'est. La machine élimine les hasards, même s'ils ont un côté humain. Mais c'est justement cette cruauté, selon Anna, qui sauve le pays des cris. La troisième ligne est la rationalité féminine dans la gestion de ce qu'on appelle généralement, avec condescendance, la garde-robe. L'impératrice, les dames de la cour, les artisanes et les gardiennes. Des clés détiennent une partie du pouvoir du palais qui passe facilement inaperçue. Il ne s'agit pas d'une influence en coulisses, comme aiment le raconter les récits tardifs, mais d'estimation et de calendrier. Combien d'heures une personne peut-elle supporter un tissu lourd sans repos? Combien de fois faut-il changer les bandages sur la tête par temps chaud? Quelle huile ne gâchera pas la coiffure sous la couronne et ne provoquera pas de douleur le soir venu?
Quelles couleurs n'éblouiront pas les ambassadeurs des terres du Nord, habitués à une lumière moins vive? Combien de mains faut-il pour que la robe ne s'accroche pas aux pointes des chaussures des gardes? Dans cette chaîne, il n'y a pas de raffinement, seulement de l'expérience et du respect pour le corps. Accepter la bienséance comme un système, c'est accepter que le système puisse protéger. Et Anna, en décrivant la bienséance, ne pense pas à la morale, mais à la largeur des pas sur le marbre, afin que les adultes qui doivent partir en campagne et mener des négociations le lendemain ne tombent pas. Tant que cet esprit économique assure une surface lisse, la maladie se manifeste par une langue qui n'aime pas la peinture. Des périodes de fièvre s'abattent sur la capitale. Les articulations sont douloureuses dans les pièces exiguës. Les couloirs sentent le vinaigre. Ceux que la faiblesse a terrassés sont assis dans les escaliers. Pendant ces saisons, les cérémonies sont raccourcies sans déclaration officielle. Moins de chants, plus de poses, des costumes plus légers. Ce n'est pas de la piété, c'est une nécessité sanitaire. Et à ce moment-là, le sens du document redevient évident. Le document consigne l'assouplissement comme une norme et non comme une exception, désarmant ainsi la malveillance des opposants, prêts à déclarer à chaque fois que tout ajustement est un signe de débauche. Si la Cour sait faire un pas en arrière pour le bien des vivants, elle reste maître du rythme et n'est pas prisonnière des rumeurs. Si elle n'en est pas capable, elle perd non pas la morale, mais la maladie. Pendant ce temps, derrière les murs du palais, un deuxième front se forme. Des pamphlets et des rumeurs qui aiment présenter l'impératrice et son entourage comme une source de débauche. Anna répond à cela non pas en défendant son honneur, mais en décrivant la procédure. Comment les places sont attribuées, comment les coiffes sont fixées, comment les parchemins sont transmis, comment le deuil est instauré, comment les couleurs sont retirées. Ces énumérations semblent froides, mais elles fonctionnent comme un anti-mythe. La brochure vit à travers l'image du visage, le document à travers l'image du lieu. L'être humain devient plus fort lorsque sa place est claire. Une femme le devient lorsque son rôle est reconnu, non pas comme un élément d'influence secrète, mais comme une partie intégrante de la machine publique. Dans sa représentation, le regard féminin n'est ni fascination, ni commérage, mais la capacité à prendre en compte la vulnérabilité et à la transformer en règle. Et c'est précisément ce qui irrite le plus l'opposition. Les règles sont insensibles aux allusions. Les flambées de guerre extérieure renforcent les tensions. Les ambassadeurs de pays où l'on s'habille et prie différemment arrivent avec leurs attentes et interprètent toute erreur d'étiquette comme du mépris. Anna le comprend aussi bien qu'elle comprend la logistique du front. Elle montre la cour comme un point de transit entre les mondes. Si un manteau n'est pas bien plié, ce n'est pas simplement une erreur de la couturière,
c'est un manque de respect envers un monde étranger. Si un couvre-chef est choisi sans mesure, c'est un motif de vengeance froide dans les lettres qui partiront outre-mer. Et là encore, la bienséance ne sonne pas comme une vertu, mais comme de la diplomatie. Au moment où l'on agite des feuilles, qualifiant les foulards étrangers de provocation, les archives répondent par un catalogue. Tel jour, on porte ceci, tel autre, cela, pour telle ou telle raison. L'ennui l'emporte sur la colère, car la colère ne sait pas compter. La résistance, bien sûr, n'abandonne pas. Elle cherche une brèche là où le papier est plus fin. Par exemple, dans les couloirs quotidiens où les gens se fatiguent et ralentissent le rythme, parce que la nuit a été longue et que les lampes fumaient plus que d'habitude. Dans la zone de distribution des rouleaux, où un retard de quelques minutes donne naissance à de nouvelles fantaisies, aux portes des hospices, où les serviteurs fatigués laissent passer certains avant d'autres. Mais là aussi, on voit une réponse qui pourrait sembler étrange si l'on ne connaissait pas la logique de la Cour. Le renforcement du contrôle ne se fait pas en fonction des goûts, mais en fonction du temps. Là où la fumée est plus forte, les lampes sont changées plus tôt. Là où les gens se fatiguent plus souvent, on modifie les horaires et on leur donne des périodes de travail plus courtes. Là où le retard provoque des rumeurs, on ajoute une paire d'yeux adultes et des mains avec un sablier. Cela ne rend pas le monde plus moral, mais cela le rend plus silencieux. Et le silence est ce dont le protocole a besoin pour vivre. Sur fond de toute cette mécanique, Anna, adulte et attentive, fixe une autre couche, la tension entre la lecture et la vision. Pour certains, le signe est une image, pour d'autres, une ligne. Le mythe vit dans les yeux, le document dans les mains. La Lexiade appartient aux mains. Ces pages sont une tentative d'apprivoiser des événements dans lesquels il est trop facile de se noyer si l'on ne regarde qu'avec les yeux. C'est pourquoi, dans son monde, le regard féminin a une mission étrangement aride. Réduire l'espace réservé à l'humiliation en transformant tout cri de honte en une question « Où cela a-t-il été écrit ?» Cela ne rend pas l'histoire plus douce. Elle reste inquiétante, car derrière chaque ligne se cachent des corps qui ressentent la chaleur, le froid, la peur, la fatigue. Mais c'est précisément ce genre d'histoire qui laisse de l'espoir. On y entend que l'ordre peut être réappris s'il fait du mal, et poli s'il sauve. Lorsqu'une nouvelle vague de tracts qualifie l'impératrice de « mal des mœurs communes », la machine de la Cour répond par une feinte qui résume l'essentiel. Les opposants frappent sur les sentiments, les archives sur les procédures. La brochure met en avant une image. Le document répond par une liste. Et cette liste n'est pas une fierté bureaucratique, mais un langage de défense. Car là où les rôles,
les lieux et les heures sont nommés, la tentation de lyncher une personne par son image est moindre. Anna pousse cette conclusion à l'extrême. Dans son interprétation, la bienséance byzantine n'est pas un voile pour le vice, ni un gourdin pour les mal-aimés. C'est une prothèse pour le corps faible du système, qui est chaque jour mis à l'épreuve par les escaliers, la chaleur, la pierre et le regard des hommes. Et si le protocole est froid, c'est uniquement parce qu'il doit être plus fort que les rumeurs brûlantes qui tuent les vivants. Dans la partie suivante, nous verrons comment cette froideur résiste aux coups réels. Accusation d'utilisation du pouvoir féminin au profit de la famille, tentative de transformer la cérémonie en farce, tentative insistante de sortir le conflit des archives pour le porter sur la place publique, et comment ce sont précisément les archives qui semblent être l'élément le plus inanimé, qui mettent un point final. Les archives sur lesquelles la Cour compte tant ne peuvent exister sans les gens, et c'est là que commence un nouveau cycle tendu. Les techniques de gestion silencieuse de la visibilité se heurtent à une opposition intelligente qui apprend à contourner le papier sans le contester directement. Au lieu d'accusations retentissantes, apparaissent des allusions à une non-conformité à l'esprit des convenances, impossible à mesurer à l'aide d'une règle. En réponse à cette attaque tenace, la chancellerie ne publie pas d'excuses, mais lance une série de petites dispositions presque imperceptibles. Pendant les fêtes, où il y a plus de lumière et plus de regards, on réduit la diversité au profit de ton sourd pendant les périodes de deuil. On réduit les déplacements afin que moins de personnes s'évanouissent de faiblesse. On ajoute des gardes adultes avec des sabliers aux portes afin que chaque entrée soit comptée comme un pas d'une colonne d'infanterie. Parallèlement, un autre langage comptable fait son apparition dans les pharmacies. La douleur et la fatigue sont consignés dans des registres comme facteurs de risque d'échec de la cérémonie. Ce langage heurte les oreilles de ceux qui aiment parler de morale, mais sauve la tête de ceux qui portent de lourds costumes. Il en résulte un compromis peu glorieux. Moins de faste, moins de points faibles, moins de prétextes pour les journaux à scandale qui se nourrissent des évanouissements et des faux pas. Et si ce compromis semble froid, c'est parce qu'il s'agit de la froideur d'une machine qui empêche le pays de se couvrir de honte. Au cours de ces mêmes mois, la lettre d'Anna devient encore plus sèche. Elle insiste sur la cohérence, où il n'y a tout simplement pas de place pour les moqueries. Ces notes ne contiennent pas seulement des noms et des titres, mais aussi l'alternance des jours de jeûne et des jours de fête, l'ordre de distribution des places, les passages entre les salles. Elle remarque une vérité cruelle. La rumeur l'emporte là où il y a un vide. Le vide résulte de la fatigue, du manque de carburant, d'un budget insuffisant,
de réparation tardive. C'est pourquoi son regard féminin n'est ni une parure, ni une confession, mais un métier qui consiste à colmater les brèches. Le rafistolage, ce sont des salles d'attente préchauffées pour les adultes, recouvertes de tissus épais. C'est une réserve de bandeaux pour soulager les maux de tête sans gâcher l'image. C'est un contrôle strict du temps dans les endroits où un œil étranger tenterait de voir de la liberté. Toutes ces mesures n'annulent pas la cruauté du monde. Pendant les semaines de famine, les couloirs de pierre se remplissent d'une odeur aigre de vinaigre qui sert à soulager la faiblesse, et ceux qui ont été pris de vertige s'assoient dans les escaliers. Mais c'est précisément à ce moment-là que le protocole montre son côté humain. Il ne punit pas la faiblesse, mais redistribue les rôles afin qu'elle ne devienne pas la proie des pamphlets. L'opposition, incapable de percer la base, contourne l'obstacle et porte un coup à la participation des femmes, la qualifiant de « bride invisible de la cour ». Anna a préparé une défense très difficile. Non pas l'idéalisation, mais le décompte. Elle montre que le frein est constitué des clés des réserves, des actes de remise et de restitution, des rapports sur le temps passé à porter des coiffes lourdes, des ordres de réduction des sorties pendant les journées chaudes pour celles qui tombent plus souvent, les femmes adultes, sur lesquelles repose l'apparence de ce qui se passe, prennent des décisions non pas parce qu'elles aiment le pouvoir, mais parce qu'on leur a confié la douleur. Et c'est précisément là que les rumeurs semblent particulièrement cruelles. Elles ne voient pas les gens qui comptent les bougies la nuit, pour ne pas avoir honte de la suie sur leur visage le matin. Elles ne lisent pas les notes des médecins où les migraines côtoient la consommation d'huile et de bandages. Anna traduit tout ce travail en un langage de séquence, où le mot « décence » ne signifie pas une beauté volée à la vie, mais une protection contre l'humiliation. Sa conclusion est obstinée. Le mythe de la Byzance au lit est un jouet. Le document sur la machine de la politesse est une arme. Et cette arme a un prix, mesuré en heures d'attente et en longueur de traîne, qui ne doit pas devenir un nœud coulant. À l'extérieur, la guerre commence à peser, et le protocole devrait, semble-t-il, céder le pas à l'affaire visible, le pain et l'épée. Mais à Constantinople, tout est fait de la même matière. Les couloirs, les escaliers, les listes, les réceptions, le deuil des morts, la posture des vivants. En ces jours d'inquiétude, les rumeurs sur les favorites et les réjouissances secrètes reviennent comme de vieilles maladies. Il est plus facile de soupçonner ceux qui sont à proximité que de regarder en face la faim et la nécessité de payer les salaires. Un étrange échange a lieu. Des convois chargés de douleurs et de murmures partent des régions gelées vers la capitale, et des rouleaux contenant des ordres partent de la capitale vers les régions. À ce carrefour, Anna reste à nouveau froide. Elle montre comment la cour transforme le malheur en rituel, et le rituel en forme de survie. On raccourcit les marches du deuil pour que les gens ne tombent pas. On simplifie les coiffes
pour ne pas se casser les épaules. On supprime les combinaisons de couleurs qui fatiguent les yeux de ceux qui viennent de loin. La bienséance s'avère à nouveau être une mesure sanitaire. Et c'est précisément cela qui dérange les ennemis. Ils ont l'impression que la cour se détourne de la réalité. Mais la réalité, c'est que c'est un salut. Dans une foule compacte, il y a moins d'humiliation. Dans un itinéraire clair, il y a moins de bousculades. Dans un tissu bien pensé, il y a moins de coupures. Pendant ce temps, le centre de production de la cour, atelier, pharmacie, entrepôt, gémit. Le métal refroidit la peau et laisse des bleus sur les clavicules. Les tissus épais frottent le cou. La peau des lavandières et des servantes se craquelle sur les paumes à cause des lessives. Les adultes s'effondrent dans les couloirs à cause de la suie et du manque de sommeil. Ces détails ne figurent pas dans les écrits élogieux, mais parviennent à Anna comme des bruits provenant des arrière-cours. Elle fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle les met en ordre, où chaque douleur devient un point à résoudre. On ajoute de courtes pauses à l'ombre, on modifie les itinéraires afin que les personnes en difficulté ne croisent pas les longues files d'attente, on limite la densité des décorations lors des journées chaudes, on augmente le nombre de servantes près des escaliers où les chutes sont plus fréquentes. Cela semble à la fois attentionné et pragmatique. Et lorsque, au cours de ces mois, des tracts faisant allusion à un assouplissement des mœurs émergent de l'ombre, ils arrivent trop tard. La machine a eu le temps de se réorganiser plutôt que de se justifier. Les tracts vivent dans le passé, tandis que le protocole vit dans le présent. Sur le plan diplomatique, ces changements sauvent la face de l'Empire. Les ambassadeurs des cours du Nord, où le tissu est différent et la lumière plus vive, ne mesurent pas la puissance à la force des légendes, mais à la stabilité du rituel. Personne ne tombe, personne ne parle d'une voix rauque, personne ne touche son front pour soulager la douleur. Personne ne tire sur ses vêtements comme sur une peau poussiéreuse. Ce n'est pas un miracle des mœurs, c'est le résultat d'un calcul. Anna, décrivant cet équilibre, ne cache pas la cruauté du prix à payer. Le prix, c'est la fatigue des femmes adultes dont les mains maintiennent le tissu lourd dans la bonne position, et des hommes adultes dont les genoux se souviennent de la pierre. Le prix, c'est le travail invisible de centaines de personnes qui ne figureront jamais dans les lignes élogieuses. Mais c'est précisément cette invisibilité qui est une politique mûrement réfléchie. Quand seul ce qui doit être vu est visible, Louis manque d'air. La fin de cette partie est silencieuse. Un nouveau paquet de pamphlets arrive aux archives, où les mêmes vieux motifs sont emballés dans de nouveaux mots. Le bureau ne discute pas. Le relieur relit les fils. Le scribe inscrit les dates. Le gardien remet les listes de services. Le médecin apporte une note sur la réduction des lourds couvre-chefs par temps chaud.
La concierge confirme les heures de remise. À cet instant, une chose est claire. Les archives n'ont pas gagné. Elles ont simplement survécu et ont forcé tous ceux qui veulent parler de bienséance par la bouche des autres à survivre. La machine n'a pas embelli le monde, mais elle lui a donné un rythme dans lequel il y a moins de chances de déshonorer les vivants. Le dénouement de cette histoire est humain, car sans les gens, le papier s'étouffe. Les derniers jours de cette chronique rassemblent dans une même salle toutes les lignes, les rumeurs, les protocoles, la douleur, la fatigue, le travail des femmes, la prestance des hommes, la colère paresseuse de l'opposition et l'esprit froid des archives. La Cour prépare une grande cérémonie qui réunira les ambassadeurs, l'armée, le clergé et les fonctionnaires. L'opposition espère un échec, la faiblesse de quelqu'un, la chute de quelqu'un, le faux pas de quelqu'un, mais les mouvements préétablis, les tissus légers, le deuil souligné là où il est approprié et la lumière tamisée rendent la salle insensible au hasard. Des femmes adultes placées à des endroits clés font des signes et tiennent les tissus. Des hommes adultes dirigent le flux aux intersections. Des serviteurs transportent de l'eau là où le brouhaha est le plus fort. Rien de beau, juste un métier. Les rumeurs sont privées à l'avance de scène, et cela les tue. On ne les vainc pas avec des mots, on les assèche avec l'ordre. Anna, terminant son travail aride, range les dernières feuilles où les marches côtoient la douleur, et l'étiquette les mesures de sécurité. Dans ces feuilles, il n'y a pas une seule victoire du cœur sur la loi, seulement de longues victoires de la cohérence sur le hasard. Elle montre comment le regard féminin fait une chose qui lui est souvent refusée. Il transforme la faiblesse des corps en règle, et non en prétexte à la moquerie. Il en résulte une conclusion désagréable pour les histoires romantiques. La décence n'est pas un tabou de la honte, mais un accord sur les limites qui protègent tout le monde de la soif de spectacle des autres. Il y a de la cruauté dans cet accord. Il n'embrasse pas, mais il ne jette pas non plus à terre ceux qui ont l'habitude d'alimenter les rumeurs. Et lorsqu'un nouveau pamphlet tente de raviver la vieille vague de la Byzance délice, la réponse n'est pas une flamme de réprimande, mais un catalogue froid. Jour, heure, lieu, composition, poids, longueur, température, durée. Les personnes qui ont tenu cette machine dans leurs mains se fatiguent et s'en vont, mais les archives restent. Elles ne contiennent pas de preuves de pureté, mais une carte des rythmes selon lesquels vivent les grands corps, empires, cours, armées. Cette carte comprend la douleur, la peur et la fatigue. Elle est faite de pierre, de tissu, d'huile, de cire et des yeux attentifs de femmes adultes qui, pendant des années, ont maintenu le niveau de visibilité, empêchant des mains étrangères de transformer leur travail en une sale histoire. C'est là que réside la dernière et simple vérité.
Le mythe aime l'histoire, où Byzance se noyait dans les intrigues du Lite. Le document répond par une histoire où Byzance se maintenait debout grâce à la froide machine du protocole et à ceux qui ne confondaient pas le regard féminin avec la décoration. Le sort ne se décide pas dans la chambre à coucher ni sur la place publique, mais dans les reliures, où les jours sont espacés de manière égale, où la fatigue n'est pas une honte, mais est prise en compte, où la bienséance ne signifie pas « tais-toi », mais « n'humilie pas ». Car c'est ainsi que les gens vivants survivent dans la longue ombre de l'Empire, non pas par la beauté des légendes, mais par un rythme où il n'y a pas de place pour la honte étrangère. Il ne reste qu'un choix limité, le plus humain et le plus discret. Continuer à compter quand on a envie de crier, et continuer à protéger quand on a envie de se disputer. Ne pas laisser les feuilles voler le travail des gens, et ne pas laisser le protocole briser la douleur là où elle peut être supportée avec raison. Ce silence est le succès dont la cour est capable. Il ne brille pas et n'appelle pas à l'admiration. Mais il ouvre un couloir où l'on peut passer sans tomber, et où le pas d'un étranger ne deviendra pas le spectacle de la vengeance de quelqu'un. C'est dans ce silence qu'Anna nous laisse, avec des archives qui respirent lentement, avec des machines qui doivent être froides, et avec l'espoir qui est toujours entre les mains de ceux qui savent compter.